Salut tout le monde, c'est Antoine. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans laquelle mon idée est de vous faire un peu un bilan de l'année, enfin de la fin de l'année, depuis mon élection à l'Assemblée nationale le 19 juin dernier. Vous faire un bilan à la fois de ce qui s'est passé sur le plan national, sur l'autoritarisme du gouvernement qui se révèle à l'Assemblée nationale, vous faire aussi un petit point sur la vie de notre mouvement La France Insoumise, et puis de vous parler de la grande bataille qui est devant nous, à savoir la réforme de la retraite à 65 ans voulue par Emmanuel Macron et qu'il va falloir tout faire pour empêcher de passer. Je vais vous en dire quelques mots, ce sera à la fin de cette vidéo pour le coup. On commence sans plus attendre, allez c'est parti. Alors donc en juin dernier, j'ai été élu député avec 74 autres insoumis qui ont donc rejoint l'Assemblée nationale pour certains ou été réélus pour d'autres. Depuis cette date, j'essaye d'accomplir mon mandat de la manière la plus sérieuse possible, la plus loyale possible aussi pour les électrices et les électeurs qui m'ont envoyé à l'Assemblée nationale. Et donc j'essaye de tenir tous les bouts, à la fois le travail à l'Assemblée nationale, je suis d'ailleurs un de ceux qui intervient le plus dans l'Assemblée nationale. Il y a à la fois le travail en circonscription, et puis aussi les déplacements que je fais sur l'échelle nationale, notamment dans les zones rurales, pour aller filer le coup de main aux insoumises et aux insoumis qui n'ont pas eu de députés. Mais ça, je vous en dirai aussi quelques mots, puisque je m'occupe maintenant de la campagne d'achat des locaux. Je vous en parlerai également. Alors dans mon mandat, j'essaye aussi de faire une chose que vous avez peut-être suivie, peut-être repérée ou peut-être pas, qui est de parler de l'histoire de notre pays, de la Révolution française notamment, et d'essayer de faire le lien entre la période actuelle et la période qui a fait émerger notre pays en tant que nation, c'est-à-dire en tant que peuple souverain sur ses institutions politiques. J'ai fait pas mal de choses sur le sujet, une fête de la Révolution à Sainte-Geneviève-des-Bois, une fête de la République à Sainte-Geneviève-des-Bois également dans ma circonscription. J'avais prévu de la faire à Saint-Michel, mais la maire était pas trop d'accord pour qu'on fasse la fête de la République dans sa ville. Bon, passons sur les détails. Vous pouvez voir aussi la fête de la Déclaration des droits de l'homme que j'avais fait aux universités d'été de la France Insoumise. Voilà ce que j'essaye de faire. J'avais fait aussi une interview assez longue avec le journal Le Vent se lève. Je vous mets ça dans la description, dans laquelle j'ai pu expliquer un peu les raisons pour lesquelles j'essaye de faire ça. Je reviens pas en détail dessus, mais l'idée que je défends, c'est que les symboles nationaux, le drapeau tricolore, la Marseillaise, la devise liberté, égalité, fraternité, sont des symboles qu'on peut mobiliser dans nos luttes progressistes parce qu'ils ont un sens politique qui est un sens progressiste. Au moment où ils sont inventés, ils ont un sens qui est à la fois social, démocratique et, c'est aussi une des choses que j'affirme, aussi antiraciste. Et donc je vais piocher dans l'histoire de France, dans l'histoire de la Révolution pour essayer de développer tout ça. Autre élément que j'ai pu constater depuis donc mon arrivée à l'Assemblée nationale, c'est cet autoritarisme du gouvernement Macron. Alors là, au moment où je vous parle, on en est au 10e 49.3. On n'a pas encore voté la 10e motion de censure. Ça sera ce week-end. Sans doute que la vidéo sera publiée après et qu'on aura voté cette 10e motion de censure. Mais donc, on a une situation dans laquelle le gouvernement, parce qu'il n'a pas de majorité et parce qu'il n'a pas pris conscience du fait qu'il n'avait pas de majorité, plutôt que d'essayer de négocier avec des forces politiques qui pourraient avoir un avis à peu près similaire au sien, notamment je pense aux Républicains, eh bien le gouvernement décide de faire des actes autoritaires avec cette utilisation des 49.3. Alors souvent on me dit mais c'est quand même incroyable, combien de fois ils vont pouvoir utiliser le 49.3 ? Eh ben en fait, ils peuvent l'utiliser sur 3 textes. Vous allez me dire 3 textes, mais là, ils en sont déjà à 10. Oui, parce qu'il y a plusieurs lectures, il y a plusieurs parties dans les textes. Et le gouvernement saucissonne ces 49.3 et saucissonne les textes pour le faire au fur et à mesure. En gros, le gouvernement, normalement, peut utiliser le 49.3 donc, sur le projet de loi de finances, sur le projet de loi de finances de la sécurité sociale et sur un autre texte dans une session, dans une année parlementaire. Là, la crainte, c'est qu'ils essayent d'utiliser le 49.3 sur leur réforme des retraites. Vous savez qu'ils veulent faire passer la réforme des retraites à 65 ans. Et la crainte est que en janvier, à la rentrée, ils essayent d'utiliser le 49.3 sur ce texte-là pour faire passer en force la retraite à 65 ans, alors que personne n'est d'accord avec ça. Mais vous avez donc un gouvernement qui n'a pas demandé la confiance à l'Assemblée nationale, qui n'est pas conscient de toute évidence du fait qu'il est minoritaire à l'intérieur de l'Assemblée nationale et qui, plutôt que d'essayer d'élargir sa majorité parlementaire, eh bien, la rabougrit en fait en braquant tout le monde et en ne discutant
avec personne ou alors en discutant au cas par cas, en s'arrangeant dans des salles obscures qu'on appelle les commissions mixtes paritaires, avec les sénateurs qui sont plutôt de droite. Et là, dans ce petit espace où il y a peu de monde, 7 sénateurs, 7 députés, là, ils s'arrangent sur les textes et ils arrivent à faire passer, pour l'instant, ce qu'ils veulent, sauf donc les projets de loi de finances et projets de loi de finances de la sécurité sociale sur lesquels ils utilisent des 49.3. Cet outil, c'est un outil qui est extrêmement antidémocratique puisqu'il permet de passer en force sur un texte. En gros, le gouvernement engage sa responsabilité et si jamais il n'y a pas de motion de censure, le texte est considéré comme adopté si le gouvernement ne tombe pas à l'issue des motions de censure. C'est ce qui s'est passé sur les projets de loi de finances et projets de loi de finances de la sécurité sociale, mais en plus, ils vont encore plus loin par rapport aux utilisations, on va dire, traditionnelles du 49.3. C'est que même quand l'Assemblée nationale a voté des choses, même quand on a voté sur des textes, des éléments qui ne vont pas dans le sens du gouvernement, bien le gouvernement utilise le 49.3 pour revenir sur ce qui a été décidé par l'Assemblée nationale, alors même que nous, députés de la République, dans l'ensemble, pas seulement les insoumis, mais l'ensemble des députés de la République, normalement, nous sommes la représentation du peuple français et de la volonté du peuple français. Donc quand on décide des choses, que le gouvernement soit d'accord ou qu'il ne soit pas d'accord, eh bien normalement ça devrait s'appliquer, ça devrait primer sur d'autres types de légitimité politique. Là ce n'est pas le cas, le gouvernement décide de revenir dessus et on est donc entré dans une phase de crise politique majeure pour les institutions de la Ve République. Ça fait un moment qu'on y est, le mouvement des Gilets jaunes était d'ailleurs très critique des institutions de la Ve République, demandait notamment un référendum d'initiative citoyenne et le passage à une Sixième République. Là, on est dans cette situation de tension, d'accumulation historique dans laquelle on voit bien qu'il y a un blocage politique qui s'opère et qui met en difficulté les partisans de la Ve République puisque ils constatent que quand il n'y a pas de majorité, ils n'arrivent pas à avancer avec les outils traditionnels de la Ve République. Ils arrivent seulement avec le 49.3 pour l'instant, mais comme je vous l'ai dit, le 49.3, une fois qu'on a passé les textes sur lesquels on a droit, il va bien falloir faire avec l'Assemblée nationale qu'on a. Ce qui fait d'ailleurs craindre à certains, moi je ne crains pas ça, je suis prêt à aller au combat, mais ce qui fait craindre à certains une dissolution, parce que comme le pouvoir politique macroniste est bloqué dans ses actions, à partir du moment où il n'a plus le 49.3, eh bien peut-être qu'il pourrait être tenté d'essayer de dissoudre l'Assemblée nationale pour avoir une majorité absolue et ne pas être obligé de recourir au 49.3. On verra ce qu'il en est, mais en tout cas, moi je vous le dis, la dissolution n'est pas une chose que je crains, au contraire, ça permettrait de rebattre les cartes, de redonner la parole au peuple pour trancher entre les 3 grandes options qui ont été issues de l'élection présidentielle. Option 1, le macronisme, option 2, le lepénisme, et option 3, on va appeler ça le mélenchonisme, mais disons la NUPES, l'union des forces de gauche pour porter un programme partagé de gouvernement qui essaye de répondre aux questions, et notamment aux questions urgentes, sur le pouvoir d'achat. Le pouvoir d'achat, justement, j'en parle avant de continuer sur l'autoritarisme du gouvernement. C'est la question centrale du moment. Pendant l'été, on avait eu un débat avec les macronistes sur une loi qu'ils avaient appelée pouvoir d'achat. Je mets des guillemets parce que je suis pas sûr que ça ait augmenté votre pouvoir d'achat. Mais le grand débat, c'était d'un côté les macronistes et les lepénistes d'ailleurs qui étaient d'accord avec eux, qui disaient qu'il fallait des primes et de l'intéressement aux entreprises. Et nous, de l'autre côté, Insoumis et NUPES, on disait mais non, c'est pas ça qu'il faut. Ce qu'il faut, c'est augmenter les salaires, augmenter le salaire brut, c'est-à-dire augmenter à la fois le salaire net à la fin et les cotisations qui permettent de financer la sécurité sociale et le système de retraite. Vous voyez où on va en arriver à la fin. Et donc il y avait cette tension entre ces deux positions. D'un côté ceux qui disaient non, en gros c'est les patrons qui décident, et de l'autre ceux qui disaient non, c'est pas les patrons qui doivent décider, c'est la représentation nationale. Et la représentation nationale doit décider de partager la richesse, de partager la valeur ajoutée qui est créée dans les entreprises au profit des travailleurs, parce qu'il y en a besoin pour faire face à cette période d'inflation. Vous avez vu que sur ce sujet, le gouvernement fait à peu près rien. La seule chose qu'il a faite, c'était de créer cette espèce de ristourne sur les carburants, ristourne qui revient finalement à faire que l'ensemble du peuple français paie par ses impôts la continuité des profits des pétroliers. Nous, on avait une logique différente, blocage des prix pour que ce soit les pétroliers, les producteurs d'énergie notamment, qui payent la différence et qui rognent sur leurs marges, parce qu'ils génèrent des marges qui sont absolument énormes, avec des super profits qu'on a d'ailleurs proposé de taxer, mais le gouvernement a refusé. Et donc nous, notre idée, c'était voilà, c'est bon, ils ont assez gagné. Maintenant, place au partage de la richesse, place à la répartition de la richesse avec la taxation des super profits.
et ça permettait donc d'améliorer le pouvoir d'achat très concrètement des Français. Voilà un peu ce qu'on a vécu sur le plan parlementaire, à la fois donc ce blocage institutionnel avec l'utilisation des 49.3, ce blocage du pouvoir d'achat avec l'inaction du gouvernement, qui d'ailleurs a fait un espèce de bouclier tarifaire qui est une passoire, puisque en janvier et février, vous allez avoir une augmentation des prix du gaz et de l'électricité de 15%. Par ailleurs, pour celles et ceux qui habitent en région parisienne, le pass Navigo va passer de 75 € à 84,10 € par mois, donc une très nette augmentation du coût des transports en région parisienne. Et je me permets de citer cette question, même si je sais qu'elle ne concerne pas tout le monde, parce que la question des transports, et de l'augmentation notamment des prix du transport, ça a déjà provoqué 2 révolutions citoyennes au Venezuela et au Chili. Et donc c'est une question qui peut être très centrale dans la colère populaire, d'autant plus qu'on est dans une situation inédite, je le dis pour celles et ceux qui n'habitent pas en région parisienne. Mais d'habitude, il y a celles et ceux qui sont en banlieue, en gros, qui ont des conditions de transport qui sont abominables, avec des transports surchargés, jamais à l'heure, qui leur coûtent cher. Et les Parisiens, ou disons ceux qui sont en petite couronne, qui utilisent le métro, qui fonctionnait bien. Mais maintenant, même ça ne fonctionne plus. Donc ils sont en train d'augmenter les prix des transports, tout en ayant des transports qui fonctionnent moins bien qu'avant, ce qui peut vous donner une idée de la colère qui existe dans le peuple d'Île-de-France, et qui, pour la première fois peut-être, solidarise très fortement ceux qui habitent dans la petite couronne, ceux qui habitent à Paris et ceux qui habitent en banlieue. Et ça, c'est une situation qui est assez inédite et qui est, à mon avis, explosive pour la rentrée de janvier, d'autant plus que donc il y a cette réforme des retraites qui est programmée. Pour vous dire un autre mot sur l'autoritarisme du gouvernement, on a eu aussi un texte qui est passé dans ma commission, la commission des lois, qui s'occupe des questions de sécurité, de justice, la police, la gendarmerie, enfin voilà. Et on a donc eu un texte dans lequel ils ont mis en place ce qu'on appelle des amendes forfaitaires délictuelles. C'est des amendes qui visent à remplacer en gros des peines qui sont inscrites dans le code pénal, à les remplacer d'une manière qui est un petit peu problématique sur le plan philosophique, puisque là où il y avait un jugement avec une individualisation des peines, avec la possibilité de se défendre, d'être représenté par un avocat par exemple, la possibilité d'avoir des circonstances atténuantes, aggravantes ou même d'être innocenté par le jugement, bah là c'est plus du tout comme ça que ça se passe. C'est le policier qui se transforme en juge. En fait, le policier vous met une amende, mais en même temps qu'il vous met une amende, il inscrit ce que vous avez fait au casier judiciaire, et donc vous êtes en quelque sorte jugé par un policier, ce qui est une situation qui est absolument irresponsable sur le plan des libertés publiques. Et donc là, ils ont décidé de créer des nouvelles amendes forfaitaires délictuelles dans lesquelles ils punissent notamment les lycéennes et les lycéens majeurs qui occuperaient leur lycée d'amende de 500 à 1000 € et celles et ceux qui bloqueraient des routes d'amende de 800 à 1600 €. C'est en gros ce que faisaient les Gilets jaunes, c'est ce que font les mouvements écologistes. Et donc, on sent que chez le gouvernement, il y a une volonté de réprimer d'éventuels mouvements sociaux, et notamment les mouvements sociaux qui pourraient avoir lieu sur la question de la bataille des retraites, sur laquelle je reviendrai tout à l'heure. Alors voilà donc un peu la situation globale. Un gouvernement donc qui est autoritaire sur le plan des libertés publiques, un gouvernement qui est autoritaire sur sa pratique du pouvoir avec les 49.3, et puis un gouvernement qui est inefficace pour répondre à la question du pouvoir d'achat. Mais ce gouvernement est aussi nul pour ce qui est de la question de la politique énergétique. Vous savez qu'on est dans une situation dans laquelle, parce qu'on n'a pas entretenu correctement les réacteurs nucléaires, qu'on a laissé ça n'importe comment, bah maintenant on se retrouve à plus produire assez d'énergie. D'ailleurs, un jour, je vous ferai une vidéo sur le sujet parce que ça me semble être une question majeure, mais je laisse ça de côté pour l'instant. Mais toujours est-il que le gouvernement, d'un coup, décide qu'il faut accélérer la production d'énergie renouvelable. Alors c'est une bonne idée, sauf qu'ils font ça n'importe comment, en ayant en tête un modèle dans lequel c'est le marché qui va tout régler, et puis qu'il faut déréguler la question de la production énergétique. Et notamment, nous, on a eu un gros débat sur ce qu'on appelle l'agrivoltaïsme, c'est-à-dire installer des panneaux solaires dans des champs, faire de la culture d'énergie en gros, mais donc avec un gros souci qui est le remplacement de surfaces agricoles qui permettent de nourrir la population. Et nous avons une question qui est posée sur la question de la souveraineté alimentaire du peuple français, notre capacité à produire notre propre nourriture. Parce que là, on va avoir des coupures d'électricité et peut-être de gaz, mais le jour où ça sera des coupures de bouffe, parce qu'on ne sera plus en capacité de produire assez de nourriture, ou parce que le marché sera plus en capacité de nous fournir la nourriture dont notre peuple a besoin, bah, ça sera quand même une question importante. Bref, ils développent ça n'importe comment, ils font n'importe quoi. Et ça montre encore une forme d'impréparation, d'incapacité à planifier réellement la politique énergétique. Et donc on a l'impression que vraiment sur tous les sujets, pouvoir d'achat, énergie, ils sont à côté de la plaque, et que pour imposer
leurs trucs absurdes, ils sont obligés de recourir à des méthodes toujours plus brutales, toujours plus autoritaires. L'autre sujet dont je voulais vous parler, c'est les évolutions récentes du mouvement de la France Insoumise. Vous l'avez vu, on a eu une assemblée représentative il y a de ça quelques semaines, c'était dans le courant du mois de décembre. Et puis cette assemblée représentative, elle a abouti à la formation d'une nouvelle coordination des espaces de la France Insoumise. L'idée de cette coordination des espaces, c'est de regrouper des personnes qui s'occupent de pôles, les pôles étant des fonctions de notre mouvement. Pour ce qui me concerne, moi je suis responsable avec la députée de Paris, Sarah Legrain, de l'espace Vie du mouvement. C'est un espace qui regroupe plusieurs pôles. Donc, il y a à la fois le pôle des groupes d'action, le pôle de la plateforme numérique, le pôle des pratiques militantes, le pôle du matériel, c'est-à-dire de l'envoi de matériel dans l'ensemble du pays. Et puis donc le pôle dont je m'occupe moi personnellement avec Anaïs Belwassa, qui est le pôle développement territorial du mouvement, qui consiste à acheter des locaux dans l'ensemble de notre pays, en commençant d'abord par les départements dans lesquels nous n'avons pas eu de députés et dans lesquels nous pourrions peut-être remporter des circonscriptions parce que nous avions manqué à peu de voix. Donc j'ai déjà fait plusieurs déplacements sur le sujet. Je suis allé dans les Pyrénées-Orientales, je suis allé dans la Marne, je suis allé dans la Vienne, où à chaque fois on aurait pu gagner des circonscriptions. On essaye aussi d'aller dans les endroits où le Rassemblement national a obtenu des députés. C'était le cas notamment des Pyrénées-Orientales, où j'en reviens là, des Pyrénées-Orientales, où il y a eu 4 sur 4 députés du Rassemblement national, mais où nous, on aurait pu soit gagner une circonscription au deuxième tour, soit être au deuxième tour dans 2 circonscriptions, parce que ça s'est joué à peu de voix, et potentiellement inverser la bascule dans ces deuxièmes tours et importer des députés à la place de députés du Rassemblement national. Donc voilà un peu l'idée. Renforcer les insoumis, parce qu'un local, ça permet de faire des réunions publiques, ça permet de se réunir entre insoumis, ça permet de faire venir des associations, ça permet de stocker son matériel, de donner un point de rendez-vous pour venir chercher le matériel, ça permet de stocker aussi des outils qui permettent de se déplacer, notamment une sono, un barnum, enfin bref, ça vous permet d'avoir une activité renforcée, ça vous permet aussi de faire venir des gens. Quand les gens vous disent « Ah ben moi je viendrais bien rejoindre la France Insoumise, mais c'est où ?» Moi c'est une question que j'ai eu plein de fois, c'est où la France Insoumise ? Alors généralement on dit c'est sur la plateforme actionpopulaire.fr, mais là vous pourrez dire c'est au je sais pas combien, de 2 rue Maximilien Robespierre, rendez-vous au local de la France Insoumise. Voilà un peu l'idée de cette campagne, et donc je veux vous dire aussi quelques mots sur cette coordination des espaces, parce que l'idée qui a été construite autour de cette coordination, c'est de répondre à des demandes, à des besoins concrets du mouvement. Je sais qu'il y a plein de questions qui ont été posées depuis les amphis, notamment depuis les universités d'été de la France Insoumise, depuis l'élection présidentielle et législative également. Mais il y a des besoins très concrets, notamment la question du financement local, et justement on avance sur cette question, la question de la coordination départementale des groupes d'action, là aussi il y a des outils qui sont proposés pour y répondre. Et donc l'idée de cette coordination, c'est de faire fonctionner tous ces espaces du mouvement pour qu'ils soient en synergie et qu'ils avancent dans la bonne direction, tous ensemble, en ayant des objectifs politiques, et le premier d'entre eux étant la conquête du pouvoir, que les élections soient en 2027 si jamais on va jusque-là, ou qu'elles soient avant si jamais Emmanuel Macron décide de dissoudre l'Assemblée nationale. Alors je veux répondre un peu sur les critiques qui ont été faites sur cette coordination des espaces, et notamment sur l'idée qu'elle ne permettrait pas de représenter la diversité du mouvement. D'abord, il y a une chose à savoir, je ne sais pas si elle a été très dite, très sue, mais il est proposé aussi qu'il y ait ce qu'on appelle un conseil politique qui soit associé à cette coordination des espaces, conseil politique qui est plus large que la coordination des espaces et qui pourrait regrouper notamment les mouvements qui participent à, disons, l'espace très large de la France Insoumise. Je pense notamment au POI, à REV, le parti d'Aymeric Caron, à gauche écosocialiste, le parti de Clémentine Autain, à Picardie Debout, le parti de François Ruffin. Et bref, il y a l'idée d'avoir un conseil politique un peu plus large, avec plus de gens dedans, pour donner des orientations à la fois sur les actions que nous pourrions mener, sur la réflexion politique autour de ce qui se passe dans notre pays. Et donc cette structure-là, il y a aussi la question de savoir si celles et ceux qui notamment émettent des critiques sur l'intégration justement des différentes composantes de notre mouvement sont prêtes ou non à y participer. Moi j'espère qu'elles le feront. Moi j'espère que cet espace de conseil politique soit efficace, qu'il puisse y avoir là-dedans du débat et que justement on puisse avoir la diversité de notre mouvement qui soit représentée dans ce conseil politique, parce que je pense que c'est un outil qui est très utile, y compris pour se coordonner, s'ajuster sur le plan idéologique, et puis uniformiser notre pensée quand on a justement des différences d'analyse, des différences de point de vue sur une situation politique. Donc moi je pense que
Ces deux structures permettent à la fois d'être très efficaces sur les réponses concrètes qu'on a besoin d'apporter aux insoumises et aux insoumis sur le terrain, et en même temps de représenter la diversité de notre mouvement, d'avoir des débats à l'intérieur de ce conseil politique qui permettent d'avancer tous ensemble et de continuer à faire la marche que nous avions déjà commencée depuis maintenant beaucoup d'années avec Jean-Luc Mélenchon, qui est la marche de la conquête du pouvoir pour les idées que nous défendons, celle d'une gauche qui est radicale sur un certain nombre de points, qui est anticapitaliste, parce que le capitalisme ne permet ni d'assurer la vie des gens, ni d'assurer la survie de la planète, ce qui est un problème énorme, et que le capitalisme désormais est entré dans une phase très autoritaire, et c'est ce que je disais tout à l'heure. Alors je vais revenir aussi sur une question qui a été beaucoup posée, notamment dans les médias, sur la démocratie à l'intérieur de la France insoumise. Moi je trouve que la question elle est posée en réalité de manière assez malhonnête, parce que de la démocratie à l'intérieur de la France insoumise, il en existe beaucoup, même si elle ne s'exprime pas nécessairement par le fonctionnement du vote. Le vote, c'est un moyen de trancher des désaccords ou de prendre des décisions. C'est 51% ont raison contre 49% sur la définition de ce qu'on va faire. Et quand il y a un désaccord, on tranche par le vote parce qu'on n'arrive pas à faire autrement. Mais il y a d'autres manières de prendre des décisions qui sont démocratiques, c'est-à-dire qui fonctionnent pour une population donnée, et notamment, et c'est ce qu'on essaye de faire à la France insoumise, le consensus, c'est-à-dire qu'on essaye d'obtenir l'accord le plus large possible sur une position donnée, et la quasi-intégralité des groupes d'action fonctionne sur ce mode-là. Je pense que dans vos groupes d'action, les fois où vous votez, ça doit être assez rare, et que la plupart du temps, vous essayez de prendre des décisions au consensus qui mettent tout le monde d'accord, parce que c'est ce dont on a le plus besoin pour être tourné vers l'action, c'est justement d'avoir un accord de l'ensemble des militants sur ce qu'on décide de faire tous ensemble. Donc au niveau local, ça fonctionne beaucoup comme ça. Au niveau national aussi, ça fonctionne beaucoup comme ça. On essaye de prendre des décisions au consensus, de trouver les points d'accord entre un maximum de gens. Par exemple, dans le groupe parlementaire, on fonctionne beaucoup aussi au consensus. Quand il y a quelqu'un qui n'est pas d'accord, il le dit, on en débat, on essaye de trouver une position commune, et puis on avance avec cette position commune. C'est à peu près le mode de fonctionnement qu'on a réussi à avoir jusqu'à présent. Mais du coup, il y a une question qui est posée, parce que c'est vrai que quand on compare avec les partis politiques traditionnels, dans les partis politiques traditionnels, il y a un mode de fonctionnement où il y a du vote. On fonctionne comme ça. Et justement, l'un des objectifs qu'on a toujours eu avec la France insoumise, et je sais qu'on est nombreux à partager cette volonté de ne pas revenir à des formes traditionnelles des partis politiques, mais justement la volonté qu'on a eue, c'est de ne pas revenir à ces formes traditionnelles de la vie politique qui ont une capacité d'auto-blocage souvent assez forte, parce que quand on fonctionne dans les systèmes politiques traditionnels, dans les partis politiques traditionnels, vous avez des désaccords de personnes, d'individus, et des désaccords de lignes stratégiques ou de lignes programmatiques qui sont tranchés par des votes. Et là, 51 ont raison contre 49. Sauf que le problème que ça pose, c'est que vous créez avec ça une majorité et une minorité, et qu'en plus, parfois, vous créez des désaccords à l'intérieur des partis politiques, parce que du coup, chacun fait campagne pour son idée ou pour la personne qu'il préfère défendre, et vous créez une majorité contre une minorité, des gagnants et des perdants, et ça, c'est pas du tout l'idée d'un mouvement qui permet d'inclure un maximum de gens. Donc on tâtonne, on essaye de faire comme on peut pour faire avancer à la fois une logique mouvmentiste comme celle de la France insoumise, sans revenir à ces formes traditionnelles dont, à titre personnel en tout cas, moi je considère qu'elles sont inefficaces pour mener l'action politique. Et d'ailleurs, les partis politiques traditionnels qui fonctionnent avec ce mode de motion, d'individus qui portent l'émotion, dans les dernières élections, je crois qu'on ne peut pas dire qu'ils aient fait les résultats les plus brillants politiquement, et que donc ils ne sont peut-être pas les meilleurs outils pour pouvoir accéder au pouvoir. En tout cas, c'est mon avis personnel. Il y a peut-être aussi, il ne faut pas avoir peur de le dire, il y a peut-être aussi une question de génération dans tout ça. Moi, j'ai grandi avec la France insoumise, enfin j'ai grandi avec Jean-Luc Mélenchon politiquement, et la France insoumise, et ce mode de fonctionnement me convient de manière parfaite. Je trouve que c'est très efficace. Et à l'inverse, je trouve que le mode de fonctionnement des partis politiques, précisément parce qu'il crée des majorités et des minorités à l'intérieur d'un espace qui est censé être d'accord, moi je trouve que c'est assez destructeur parfois pour l'action politique. Et donc il y a peut-être un truc de génération aussi. Ceux qui ont mon âge, je sais qu'on est beaucoup à apprécier ce mode de fonctionnement, et ceux qui parfois sont un peu plus âgés, comme ils ont souvent été dans des organisations politiques plus traditionnelles avant d'être à la France insoumise, il y a une forme d'habitude ou d'appétence peut-être pour cette forme-là, mais en tout cas, moi je trouve que
ça nous permet d'avoir un mouvement qui fonctionne, qui est actif, et là en l'occurrence où on essaye de répondre aux questions et aux besoins très concrets des insoumises et des insoumis pour progresser et pour mener la grande bataille que nous avons à mener, qui est à la fois contre le macronisme autoritaire, mais aussi contre ce qui pourrait être sa voie de remplacement pour le capitalisme, à savoir l'extrême droite. Et là, on est vraiment dans le moment historique. Jean-Luc avait dit une fois, à la fin, ça se terminera entre eux et nous, entre le Rassemblement national et nous. On a un peu l'impression qu'on est là, dans cette période-là historique, et que du coup, l'objectif qu'on doit se fixer, c'est celui d'être assez puissant pour être, nous, la force alternative pour le peuple français, au macronisme et au néolibéralisme qui est en perte de vitesse. Le dernier sujet que je veux aborder avec vous, c'est pas une question de bilan, c'est une question d'action et c'est se projeter dans le futur sur la rentrée politique qui va être la nôtre. Le gouvernement a annoncé sa volonté de faire passer la retraite à 65 ans. Et ça, c'est pas une petite décision et moi je pense que c'est potentiellement l'une des décisions qui peut mettre le feu aux poudres. Et alors qu'on est déjà dans une situation de tension sociale, j'en ai beaucoup parlé, je vous ai parlé aussi de la question du pass Navigo qui, dans certains pays, a déclenché des révolutions citoyennes. Mais en tout cas, on arrive dans une période qui est déjà très tendue et c'est le moment où le gouvernement décide de faire donc sa réforme de la retraite à 65 ans. On ne pourra pas bloquer cette réforme des retraites par la seule Assemblée nationale parce que si le gouvernement décide de faire le 49.3, on se fait juste balayer sur le plan parlementaire. Il faut donc, pour empêcher cette réforme des retraites, que nous ayons un mouvement social, populaire, citoyen, d'ampleur dans le pays qui contraigne le gouvernement à reculer sur ce projet de réforme de la retraite. Alors on a déjà une date qui nous est proposée par les organisations de jeunesse. Il s'agit du 21 janvier à Paris, c'est un samedi. Moi, je vous invite d'ailleurs d'ores et déjà à prendre vos billets de train avant que ça soit trop cher, parce qu'il est important qu'on arrive à montrer notre nombre, notre force dans cette manifestation pour contraindre le gouvernement à reculer sur son projet de loi. Bien sûr, ce ne sera pas la seule méthode d'action, il y en a plein d'autres. La grève dans les entreprises, c'est pas à moi d'en décider, c'est aux organisations syndicales et aux groupements de salariés de décider des modes d'action dans l'entreprise. Mais d'une manière ou d'une autre, il va falloir que nous soyons assez nombreux, assez puissants dans notre capacité à, disons, ralentir l'activité économique normale de notre pays pour faire réfléchir ce gouvernement qui ne pense que par l'argent et pour le contraindre à retirer ce projet de réforme de la retraite. Comme je l'ai dit, on a déjà, par l'action populaire, bloqué 3 monarchies. Même on s'est débarrassé de 3 monarchies en 1972, en 1830 et en 1848. Alors franchement, une réforme des retraites à côté de quelque chose comme ça, normalement le peuple français est capable de la bloquer. On a déjà fait des trucs plus difficiles que bloquer une réforme des retraites et d'ailleurs nous avons déjà réussi à bloquer des réformes des retraites dans le passé. Donc c'est possible, on sait que c'est possible, à condition d'avoir une action déterminée, nombreuse, puissante, à condition d'être solidaires les uns avec les autres dans cette action. Mais il faut avoir conscience du fait que ça va être très rapide, qu'il faut que dès le début du mois de janvier, on soit prêt à entrer dans l'action, qu'on soit nombreux à entrer dans l'action et qu'on ne tergiverse pas pendant des heures à savoir si c'est machin ou bidule qui appelle à une manifestation ou à un mouvement de grève, parce qu'il va falloir qu'on soit efficace. Si on commence à regarder la couleur politique de celle ou celui qui appelle à une action, on va pas s'en sortir, c'est pas ça le sujet. Le sujet est pas de savoir qui sortira vainqueur de cette période-là sur le plan politique. Il faut que ce soit le peuple français qui sorte vainqueur de cette période-là sur le plan politique. Et donc il faut que ce soit une action qui, par la force des choses, implique l'ensemble du peuple français, que ce soit donc dans les entreprises, dans les manifestations, dans ce que vous voulez, qui en tout cas permettra de bloquer le gouvernement et de le faire revenir sur cette réforme des retraites. Je voulais vous dire ça pour que vous vous prépariez au moins mentalement à la bataille de janvier, parce qu'il fait froid, c'est pas agréable d'être dehors, mais ils décident de faire ça maintenant aussi pour cette raison-là, parce que c'est plus difficile de se mobiliser. Mais c'est pas parce que c'est plus difficile de se mobiliser qu'il ne faut pour autant pas le faire. Il faut justement le faire. Et ce gouvernement est un tigre de papier. À partir du moment où on le bloque, vous inquiétez pas, ils arriveront à des solutions rationnelles, ils arriveront à retrait de la réforme des retraites. Donc il faut qu'on soit chaud, mobilisé, il fait froid mais soyons chauds, mobilisés pour empêcher cette réforme des retraites. Et je voulais vous le dire maintenant, aussi vous donner 2-3 arguments avant de finir cette vidéo. La retraite que propose le gouvernement à 65 ans, il dit que c'est pour financer
le système de retraite parce qu'il faudrait travailler plus longtemps pour en gros qu'il y ait moins de gens à qui on paye la retraite et qu'il y ait plus de gens qui cotisent. Sauf que déjà ça pose un problème, c'est que les seniors, les 54-65 ans, leur taux d'emploi c'est 55%, ce qui veut dire 45% de personnes qui ne sont pas employées. Il serait plus efficace de baisser l'âge de la retraite, de le mettre à 60 ans, comme nous le proposons avec la NUPES, pour libérer des emplois, notamment pour les jeunes chez qui le taux de chômage est plus élevé. Ça libérerait des emplois, ça permettrait de faire baisser les dépenses de chômage, d'augmenter les cotisations parce qu'il y aurait du coup des gens qui seraient au travail et de financer le système de la retraite. Mais par ailleurs, c'est là que ça devient intéressant, il faut aussi faire le lien entre la question des retraites et la question des salaires. Vous le savez, pour augmenter le pouvoir d'achat, nous défendons l'augmentation des salaires. Mais quand on augmente les salaires, on augmente aussi les cotisations qui financent le système de retraite. Et donc ça permet de financer mieux le système de retraite et de ne pas avoir besoin justement de repousser l'âge de départ en retraite. Enfin, j'ajoute une dernière chose, c'est que si on payait les femmes comme les hommes à travail égal, salaire égal, et bien là aussi, ça financerait davantage notre système de retraite. Puis enfin, un dernier point, c'est que l'âge, c'est pas la seule chose sur laquelle on peut agir. Il y a d'autres sujets pour financer le système de retraite, si d'aventure il y avait un problème, mais même le Conseil d'orientation des retraites nous dit qu'il n'y a pas de problème de financement à court terme du système de retraite. Et il y a d'autres sujets sur lesquels on peut agir. Il y a la question de la productivité du travail, il y a aussi le niveau des cotisations. Peut-être qu'on pourrait décider, choisir, si on préfère un report de l'âge de départ en retraite ou bien une petite augmentation des cotisations qui permettent de financer ce système de retraite. Moi, je vous ai dit mon point de vue, je préfère l'augmentation des salaires parce qu'au moins tout le monde y gagne. À la fois, on augmente le pouvoir d'achat et à la fois, on finance notre système de retraite. Bref, il y a plein d'arguments. Tous ces arguments, on va pouvoir les déployer au mois de janvier. Que le gouvernement décide de faire un 49.3 ou pas, il va falloir développer ces arguments-là. Mais je voulais vous en dire quelques-uns et puis surtout vous envoyer ce message. Préparez-vous à la lutte parce que ça va être chaud et il va falloir qu'on soit bien présent dans l'action pour bloquer Emmanuel Macron, pour l'empêcher de mettre en place cette réforme des retraites. C'est vital, on ne peut pas laisser passer ça. On ne peut pas laisser passer ce nouveau recul de nos droits et donc il faut qu'on soit très mobilisé. Voilà tout ce que je voulais vous dire dans cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. Je vous invite d'ailleurs à vous abonner à ma chaîne en n'oubliant pas de cliquer sur la petite cloche si c'est le cas parce que déjà ça fait plaisir de voir les abonnés grimper. On se dit que c'est bien. On a reçu, il est un peu au-dessus de ma tête, mais le trophée des 100 000 abonnés, donc ça fait plaisir. Voilà en tout cas ce que je voulais vous dire. Je vous souhaite de joyeuses fêtes. J'espère que vous allez passer de bonnes vacances si vous en avez. Je vous souhaite de passer des bons moments en famille, auprès de vos proches. Et surtout, amusez-vous bien, reposez-vous, parce que la rentrée, ça va être chaud et qu'il va falloir avoir beaucoup d'énergie accumulée pour bloquer cette réforme des retraites. J'espère donc que cette vidéo vous a plu. Ça m'a fait plaisir d'avoir ce petit moment avec vous. Je vous invite aussi à me dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé, à mettre des petits pouces bleus si ça vous a plu. Et je vous dis en attendant à très bientôt pour de nouvelles vidéos et même à l'année prochaine. Allez, salut!